Merci, merci. Merci pour cet accueil, car vous me connaissez assez pour savoir à quel point il me touche dans la circonstance difficile que nous affrontons ensemble. Je suis venu à vos côtés, participer à la démonstration de force, comme l'un d'entre vous, comme chacune et chacun d'entre vous, à la démonstration de force que nous faisons au moment où nous proclamons que par la mobilisation populaire, Marseille ne sera pas emportée par la vague brune. Et si cela sera empêché, ce sera par et grâce à nous, à la force que nous rassemblons, qui n'a jamais vacillé, qui n'a jamais douté, qui n'a jamais hésité et qui ne cède jamais. Marseille, les gens, Marseille, c'est un refrain dans ma vie. Marseille, c'est un refrain dans les boucles d'où vient ma vie. Marseille, quand je remonte le boulevard des Dames, parce qu'à l'époque, c'était là-bas qu'était le débarcadère depuis le Maghreb. Marseille, sur les plages où nous pleurions ensemble dans ces immenses meetings de 2012 et 2017, pensant aux enfants perdus noyés dans la mer Méditerranée par la bêtise abrutie de ceux qui dirigent ce monde. Marseille, qui m'élit et fait de moi ensuite le président du premier groupe de la gauche radicale que la gauche avait vu depuis des décennies. Marseille qui élit au premier tour Manuel Bompard, qui élit au premier tour Sébastien Delogu. Et Marseille où je viens aujourd'hui avec vous, comme tant d'autres fois, quand je viens pour une manif, pour une petite sortie sur la plage, et tout ce qui fait la beauté de cet endroit. Marseille, parce que c'est avec Delogu. Et je vais vous dire, avec Delogu, je partage beaucoup. Nous sommes les enfants de ces générations qui ont accumulé les cicatrices des exils, qui ont cru passionnément qu'on pouvait bâtir sa vie par son propre mérite. Nous sommes des enfants du peuple. Nous venons, comme ils disent, d'en bas. Nous n'avons pas fait, ni lui ni moi, les grandes écoles. Et savez-vous pourquoi? Nous ne savions même pas qu'elles existaient, parce que dans nos familles, personne n'en avait jamais entendu parler. Nous sommes habitués à être méprisés par d'arrogants petits seigneurs qui n'ont jamais gagné leur galon, comme nous, en allant picorer dans la campagne et trouver ici un petit verre de terre, là un grain. Eux sont arrivés, la bouche toujours pleine et la cuillère bien enfoncée dedans. Comment osent-ils lui parler comme ils le font? Cet homme a fait sa vie avec les difficultés qu'il a rencontrées et il les a toutes surmontées. Et voici ses premiers galons glorieux. Ensuite, il a rassemblé avec Bompard et les autres, et Marina Mesure qui est à côté de moi, une équipe extraordinaire. Et vous autres qui allez voter pour cette liste composée d'insoumis et d'écolos, vous ne voterez pas parce que vous êtes morts de peur à l'idée que les Bruns finissent par l'emporter. Vous voterez par enthousiasme, vous allez voter pour un programme, vous allez voter pour une équipe. Nous ne sommes pas, nous, du bétail électoral qu'on pousse devant soi par la peur et les coups de trique. Voilà qui nous sommes, sous les coups qui pleuvent. Et moi, je puise en vous regardant, comme d'autres le font sur cette scène, la force qui va m'aider demain. Je me vois comme lui, comme eux, insulté chaque jour, continuellement, avec cette méchanceté spéciale qu'ont les puissants pour savoir où frapper, pour que ce soit douloureux. Ils me traitent d'antisémite, ils vous traitent d'antisémite. Il y aura sur ce sujet une difficulté insurmontable, c'est que nous ne le sommes pas. Et que nous ne sommes pas des antiracistes à géométrie variable. Nous combattons tous les racismes et c'est pourquoi nous sommes mobilisés contre l'islamophobie
qui défigure la patrie des Français. Il s'agit cette fois-ci d'avancer et d'avancer avec assez d'énergie pour que nous puissions convaincre et entraîner autour de nous. Voilà notre tâche. Elle repose sur chacune et chacun d'entre nous. Moi ici, à cet instant, dans le rôle que vous m'avez confié. Eux, vous, chacun. La première barrière contre le racisme, la première barrière contre le fascisme, c'est chacun d'entre nous qui peut le stopper. La barrière contre le sexisme, c'est chacun d'entre nous. Mesdames, Messieurs, j'en profite pour vous dire que tout cela n'aurait pas lieu en moi comme en main parmi vous si je n'avais cet amour de la France. Et cet amour, je dis à nos ennemis, craignez-le, car il n'est pas seulement attaché à un paysage, pas seulement lié à des senteurs, à des beautés, à des souvenirs. Il est lié à la fois ardente dans un idéal qui se résume en 3 mots, liberté, égalité, fraternité. Craignez-nous, nous, la Nouvelle-France, parce que nous détestons les privilèges et tout autant les privilégiés, parce que nous construisons nos vies à la force de nos mains, de notre intelligence, de l'amour que nous donnons aux nôtres. Voilà ce qui nous distingue, cette fois-ci encore, dans cette bataille. Alors nous regardons autour de nous, pauvres paysages faits de grisailles et de banalités, de personnages dérisoires, comparables d'une ville à l'autre, sans une idée, sans un projet, armés de mépris, méprisant tout le monde, insultant, clivant à tout propos et hors de propos. Et alors je viens ici et je dis pour préparer mon discours, qu'est-ce qu'il a fait? Et on me répond, rien. Et ensuite je dis, et qu'est-ce que vous trouvez qu'il a fait de bon? Et on me dit, rien. Mais enfin, j'ai entendu parler du Grand Marseille, des milliards, paraît-il, devaient se déverser ici. Et les camarades haussent les épaules, disent, bon, on ne sait pas où ils sont. Et lui, qu'est-ce qu'il en a fait, qui paradait avec son ami Macron partout? Eh bien, apparemment rien. Il ne serait bon à rien? Non, ce n'est pas vrai. Cet homme est l'inventeur de la liste municipale pochette surprise. Vous prenez la pochette, il est marqué dessus « Pochette Rubirola », vous ouvrez « Coucou Payan ». Et ça, il a inventé quelque chose. Maintenant, il y a la même chose à Perpignan. Sur la pochette, il est marqué « Alio ». On ouvre, ah, pas tout de suite, mais ça ne sera pas lui. Et puis, il y a Paris, il y a une pochette qui est marquée « Grégoire ». Ouf, 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 qui ça va être? Vu qu'il veut d'alliance ni au premier ni au deuxième tour, donc il va s'entendre avec Bournazel et ils vont s'entendre comme d'habitude. Ni, parce que c'est leur grande ligne. Ils vont en trouver un autre. Eh bien, au soir du premier tour, ce sera l'ouverture générale des pochettes surprises dans toute une série de villes et ces gens ne savent même pas que c'est à Payan qu'ils doivent l'invention de ce jeu. Alors, maintenant, assez plaisanté parce qu'on se trouve à une heure grave de l'histoire de notre pays et de l'histoire du monde, vous le savez comme moi. Naturellement, je pense que c'est là-dessus qu'on attend les lumières que je peux vous apporter sur le sujet. Car nous sommes la génération qui est confrontée à des défis, je dis la génération parlant des gens qui vivent en même temps à ce moment, les plus jeunes comme les plus anciens, des défis qu'aucune autre génération n'a eu à relever. Voici que l'ordre du monde est en train de s'écrouler, que la domination des États-Unis d'Amérique, qui surplombait toutes les puissances, est tellement mise en péril qu'il ne lui reste plus maintenant que la fuite en avant dans la guerre pour essayer de reconstituer cette puissance. Et l'autoritarisme de M. Trump est d'abord le signal de l'échec de son autorité, de la faiblesse des États-Unis d'Amérique, confrontés à la rivalité à laquelle il ne sait que répondre, sinon par la guerre, avec la première puissance ascendante du monde,
qu'est devenue la Chine, premier producteur du monde. Et où, là-bas, s'invente à peu près tout ce qu'il y a de moderne, je veux dire en dehors des armes, bien sûr, mais dans la robotique, dans la science, dans la technique. Et l'ère qui s'ouvre sera donc celle où la puissance centrale sera celle de la Chine, qui, naturellement, à la sortie de l'épisode que nous sommes en train de vivre, va être considérée par la terre entière, et comme nous-mêmes les insoumis, nous l'avions diagnostiqué auparavant, et quoi qu'on pense par ailleurs, ce n'est pas le sujet de ce pays et de son organisation politique. Sera le pôle de stabilité du monde, et c'est la raison pour laquelle, plus que jamais, la France ne doit pas être alignée sur les États-Unis d'Amérique, leur guerre et leur défaite. Aujourd'hui est le jour anniversaire où, sous l'autorité du général de Gaulle, la France se retira du commandement initié de l'OTAN. Eh bien, lorsqu'il y aura le gouvernement des Insoumis, nous en ferons de même. Mesdames, messieurs, je viens vous parler de paix, mais je ne me présente pas devant vous au nom des Insoumis, en tout cas avec des états d'âme, mais avec des états de service. Parce que lorsque nous avons refusé, dès la première heure, le droit au massacre à Gaza, eh bien ensuite c'est fermement, sur le terrain, pied à pied, que nous avons construit avec vous tous la résistance contre le génocide, contre l'agression. J'étais à La Haye au moment où la Cour de justice internationale a eu à connaître de l'inculpation des dirigeants qui entourent M. Netanyahou. Nous étions à Rafah, les députés insoumis et des députés écolos, pour tâcher de passer la frontière. Cela ne s'est pas fait, mais nous y étions. Nous étions à Genève en février pour protester contre le fait qu'on ait qualifié d'antisémite le secrétaire général de l'ONU. Et puis il y a eu les flottilles avec les députés insoumis, dont on se souvient surtout d'après le nom de Rima Hassan, notre héroïne, notre fierté. Et en ce moment même, le groupe La Gauche au Parlement européen, à l'initiative de Manon Aubry, a lancé une pétition européenne où il y a déjà plus de 500 000 signatures. Et si nous parvenons à 1 million, alors le Parlement sera obligé tout entier de voter pour savoir si oui, comme nous le souhaitons, on interrompt l'accord de coopération commerciale avec Israël. Je vous parle avec ces états de service. Et je vous dis que ce que nous allons entreprendre sera animé de la même volonté, non seulement de parler, mais de faire. Je savais, comme notre organisation l'avait analysé, que l'étape suivante de l'agression de Netanyahou dans toute la région, ce serait le Liban. Et je me trouvais à Beyrouth, à la rencontre du général Joseph Aoun lorsqu'il était le chef d'état-major des armées. C'était, sauf erreur, en 2023 ou 24, peu importe. Et dès là, en revenant, nous avions dit il faut aider Aoun à avoir le matériel qui lui permette d'organiser son armée. Car quelle peut bien être la signification de désarmer Hezbollah si l'État libanais n'a pas lui-même la possibilité d'être un État, c'est-à-dire de défendre lui-même ses frontières. Alors, c'est par la force des choses, un jeu de dupes. Il ne faut jamais croire Netanyahou. Il ment tout le temps. Et quand il signe un papier, il ne respecte rien de ce qu'il signe. Ce fut une erreur terrible que d'avoir accepté ces accords avec. Et revenant en France, aussi bien à l'Assemblée nationale que dans les rencontres que nous avons eues, et puis lorsqu'Arnaud Le Gall, président du groupe d'amitié franco-libanais parlementaire, est allé à son tour au Liban, Aoun étant devenu le président,
les conclusions furent les mêmes que nous présentâmes aux autorités de notre pays. Aider le Liban maintenant, parce qu'après, ça sera trop tard. Et maintenant, c'est trop tard. Je veux dire, comment peut-il, le ministre français, dire « nous allons envoyer des chars ». Vous allez les envoyer comment, quand, de quelle façon? Avez-vous l'intention d'entrer de manière inopinée en guerre? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est toujours la même. La lâcheté encourage le crime prépare la lâcheté, et la lâcheté se termine en déroute. La France doit se faire respecter, pas craindre, respecter. Respecter parce que sa parole doit être tout le temps la même. Parce que la France, quand elle est des alliés, elle les respecte et elle les aide. Il faut aider le Liban à rester indépendant et à décider par lui-même. Et voici qu'une guerre est engagée. Cette guerre est une guerre absolument et totalement illégale. Elle n'a pas été décidée ni légitimée d'aucune manière par l'Organisation des Nations Unies. Et je veux dénoncer devant vous les responsables politiques français comme M. Attal, qui osent dire « le droit international, maintenant, c'est fini, il faut en venir au rapport de puissance ». Ce monde-là, ce monde sans organisation internationale, c'est celui qui a conduit à la Première Guerre mondiale, et c'est sur la faillite de la SDN qu'a eu lieu la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes passionnément attachés au droit international, à la diplomatie. La guerre ne résout rien, jamais. Et il n'y a qu'un cas où je l'accepterai pour ma part, c'est si notre pays venait à être envahi, alors nous le défendrions, comme tous les pays le font lorsqu'ils sont envahis. Eh bien, regardons quels sont les buts de guerre. Les buts de guerre pour Netanyahou et Israël, c'est d'étendre le territoire. Il n'y a pas de doute là-dessus. L'Assemblée nationale d'Israël a voté l'annexion de la Cisjordanie et de la vallée du Jourdain. Ça a été fait en juillet dernier. Avez-vous entendu les cris et les protestations internationales? Motus et bouche cousue. Si bien que Trump a pu dire ensuite, ah ben oui, il a bien le droit aussi d'étendre un peu son territoire. Non, il n'a pas le droit. Il peut avoir des raisons, mais alors elles se discutent. C'est de la diplomatie. On dit comment on fait. Il ne l'a pas dit. Ils le font par la force. Et l'annexion du Sud-Liban est une vieille préoccupation de M. Netanyahou. Annexer le sud du Liban, ils disent nous allons créer une zone tampon. Ah ben voilà une idée. Nous allons faire nous aussi, les Français, une zone tampon dans la Sarre. Et puis peut-être une autre zone tampon en Wallonie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça s'appelle une annexion, ça. Nous ne pouvons pas accepter l'annexion des voisins. Et quand par hasard, il y a un changement de frontière, mesdames, messieurs, alors on demande aux populations si elles en sont d'accord. C'est exactement ce que nous disons pour l'Ukraine. Alors nous disons de même, Netanyahou doit évacuer le Sud-Liban qui appartient aux Libanais et à personne d'autre. Il n'y a pas de discussion sur ce point. L'annexion du Sud-Liban a un intérêt matériel très précis. C'est que cela permet de régler une partie des problèmes d'approvisionnement en eau d'Israël, en annexant le fleuve Litani. Deuxièmement, ça fait la jonction avec le plateau du Golan, sur lequel se trouvent les autres sources d'eau qui alimentent notamment le Litani. Et puis, c'est aussi une manière de régler les questions du pétrole dans la zone. Car du pétrole, il y en a sur le plateau de Golan. Du pétrole, il y en a en face de la frontière sud du Liban. C'est un vaste champ, pétrole et gaz, qui était en négociation entre Israël et le Liban. Et cette négociation, eh bien, Netanyahou vient d'y mettre un terme. Il a récupéré la zone qui était contestée en face du champ de pétrole, et il obtient la même chose sur le plateau du Golan, à sa limite avec le Sud-Liban. Voilà les intérêts matériels bien précis. C'est donc bien une guerre impérialiste. Vous pensez ce que vous voulez des frontières. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez, mais ce qui ne peut pas être accepté, c'est la méthode de l'annexion et de l'invasion. Nous n'avons pas accepté l'invasion de l'Ukraine,
ni hier, ni aujourd'hui, ce n'est pas pour accepter l'invasion du Liban, ni l'invasion de la Syrie et du plateau du Golan, occupé depuis 1967. Voilà ce que nous ne voulons pas. Voilà la politique que doit avoir la France. Elle doit être ferme, comprise dans ses principes. Alors, les propos du président de la République ne peuvent pas être acceptés comme ils l'ont été, même si je prends des précautions de langage, car vous savez que je sais aussi parler cru et dru. C'est parce que, nos armes étant engagées, il faut réfléchir à ne jamais donner prise ou créer des failles par lesquelles l'adversaire puisse pouvoir passer. Et la plus grande des failles, ce serait notre division. Mais le président de la République doit savoir que la masse des Français ne veut d'aucune manière être impliquée dans la guerre d'Israël et des États-Unis. D'aucune manière. Parce que je viens de décrire ce qu'étaient les buts de guerre de M. Netanyahou. Mais il nous faut parler aussi de ceux de M. Trump. Vous avez vu comme moi les armes s'assembler dans le détroit d'Ormuz. Et vous connaissez comme moi d'expérience pour, je ne dis même pas les plus anciens, beaucoup ici dans cette salle ont connu la période de la première guerre d'Irak. C'était un matériel considérable accumulé. Et puis tout d'un coup, les Américains qui ne savent rien faire sans ça, ont déferlé sur l'Irak. Et nous, les Français, dans la première guerre, nous étions partis liés. C'est nous qui passions par le sud. Nous les avons vus faire, donc nous savons comment ils font. Quand ils ont accumulé leurs forces dans le détroit d'Ormuz, nous avons compris qu'ils allaient intervenir. Le reste, c'était du blabla, de l'agitation pour disperser l'attention, pendant que chaque jour arrivaient des bateaux, du matériel, des avions. Et ils ont fini par intervenir. Et que voit-on? Tous ces grands esprits, ces superbes stratèges, comme des poules devant un couteau, qui n'ont rien prévu, rien imaginé, et qui ne savent plus quoi faire. Et qui trouvent le moyen de dire, comme l'a dit notre président, nous ne pouvons pas approuver. Non, monsieur, c'est pas comme ça qu'on parle quand il y a une guerre. On vous demande de condamner. Vous devez condamner cette guerre. Vous devez condamner ceux qui y participent. Et vous ne pouvez pas mettre sur le même plan ceux qui répliquent à une invasion et ceux qui la commettent. Les USA sont là parce que les États-Unis d'Amérique ont décidé de se préparer à une confrontation militaire avec la Chine. Ils le disent depuis au moins 10 ans. Et nous, notre devoir est de les prendre au sérieux et non pas de manière puérile et désinvolte. Faire comme si tout ça, c'était de la politique, communicationnelle. Non, ils se préparent, ils agissent, ils installent, ils coupent les routes les unes après les autres. Et M. Biden avait commencé ce travail-là. Ça n'est donc pas une spécialité des Républicains. Toutes les élites politiques des États-Unis d'Amérique, à l'exception des secteurs de la gauche radicale, sont d'accord avec cette guerre. Et, mesdames, messieurs, l'invasion du Groenland, les menaces d'annexion qui pèsent sur le Canada, où vous eûtes pendant quelques semaines qu'une seule et unique voix pour dire non, la nôtre, celle des Insoumis, parce qu'ils m'avaient envoyé là-bas à Québec pour dire nous sommes avec vous. Nous prenons l'invasion au sérieux. Avez-vous suivi la suite? Lorsque Trump a été trop loin dans les menaces et lorsqu'il est devenu évident que les Européens étaient un ramassis de lâches qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui étaient prêts à abandonner le Groenland à l'appétit de M. Trump, les Canadiens ont compris que s'il ne faisait rien, il les envahirait comme il a envahi tous les autres. Comme dans le passé, les États-Unis d'Amérique ont envahi et confisqué la moitié du territoire du Mexique, comme ils sont en guerre depuis 9/10 du temps que cet État existe. Et quand aujourd'hui, il affronte une nation comme l'Iran, il ne faut pas qu'on commette l'erreur de rester polarisé sur l'idée que le régime ne nous plaît pas, que nous l'avons combattu pour certains d'entre nous depuis le premier jour. J'ai bien dit depuis le premier jour. Et que pendant ce temps, certains se réjouissaient de voir arriver des autorités politiques dont la première occupation a été de détruire tous les syndicats et de fusiller les communistes.
À ce moment-là, nous étions déjà contre. Mais quand vous regardez l'Iran, oubliez l'instant, pensez à la profondeur du temps. L'Iran, ce sont les Parthes et puis les Perses, c'est-à-dire un État depuis 2 millénaires et presque 3, parce que c'est 9 siècles avant notre ère qu'il y a déjà un État. Voilà la profondeur du temps qui s'exprime. Ils ne vaincront pas l'Iran parce qu'ils espéraient que le régime s'effondre, il ne s'est pas effondré. Et l'invasion a soudé les Iraniens, qui sont, comme chacun d'entre vous, et comme le disait Robespierre, n'ont jamais aimé les missionnaires armés. Et ça n'est pas en bombardant des gens qu'on les appelle à la lutte contre le pouvoir. Et ça, on le sait, depuis déjà la guerre des 12 jours. Vous avez vu que dans la guerre des 12 jours, il y a eu des bombardements de prisons dans lesquels il y avait les nôtres, les opposants, ceux de la gauche, les femmes, des communistes, des syndicalistes. 80 d'entre eux sont morts dans cette magnifique entreprise de libération. Mesdames et messieurs, le nucléaire est un prétexte. La diplomatie française et ses alliés avaient conclu avec les Iraniens un accord qui se pratiquait. Il fut rompu unilatéralement par M. Trump. Et depuis cette date, tous les experts, à commencer par ceux des États-Unis d'Amérique, encore à cette heure, disent que l'Iran n'est pas en état de fabriquer une bombe nucléaire. Mais s'il faut parler du nucléaire, alors on parlera de 2 manières du nucléaire. Le premier pour dire désarmement nucléaire général dans toute la région. Pas de bombe pour personne. Au demeurant, les bombes qui viendraient à être établies ne seraient pas utilisables. Qui va tirer sur qui sans immédiatement avoir à respirer les conséquences des décharges nucléaires qu'il aurait à faire? Ce serait une folie qui menacerait en réalité, par l'enchaînement des causes, des effets et des alliances, l'humanité tout entière après toute la région. La guerre nucléaire n'a pas de sens, sauf si l'un est totalement désarmé, comme ce fut le cas, et incapable de se défendre, comme ce fut le cas du Japon. Mais dès lors qu'il y en a un autre qui est capable de tirer, cette guerre n'a plus de sens. C'est-à-dire qu'elle ne peut finir que par la fin de l'humanité. C'est pourquoi nous avons été si prudents, pourquoi nous avons toujours refusé qu'on ait une vision violente de la guerre qui se mènerait avec la Russie si elle devait déboucher sur des tirs en profondeur provoquant des répliques nucléaires. Car la France n'y survivrait pas. Je n'aime pas parler comme ça, je l'ai déjà dit, mais la France ne peut pas mener une guerre nucléaire, elle serait instantanément détruite parce que frappée en un point, qui la vaincrait immédiatement. Alors bien sûr, nous aurions la possibilité, faute d'avoir fait peur suffisant, de tuer 300, 400, 500 000, 1 million, 2 millions de personnes. Mais pourquoi faire? Pour quel résultat autre que la mort, toujours la mort, et la nucléarisation de la planète? Et la deuxième manière avec laquelle nous parlerons du nucléaire, c'est pour dire qu'en Iran comme ailleurs, il y a des centrales nucléaires. Et comme nous l'avons dit pour l'Ukraine, il faut protéger la centrale nucléaire qui se trouve en Iran pour qu'elle ne soit pas détruite, car sinon tout l'environnement serait irradié. Et il faut en faire de même en Israël, de manière à ce que tout l'environnement ne soit pas irradié. Et puisque me voici à dire un mot, je voudrais rappeler que la guerre est un désastre humain, la guerre est un désastre économique, et la guerre est un désastre écologique. Car voyez-vous, tous les navires qu'ils se flattent d'avoir coulés ont tous des réserves de pétrole dedans. Tout ça est destiné sur les côtes. Et il n'y aura personne pour nettoyer. Vous le savez aussi bien que moi. Parce que tous les navires qu'ils coulent, les marchandises qui se trouvent dedans, se dissolvent dans la mer, au mépris de la biodiversité qui s'y trouve. Parce que les usines de dessalement de l'eau de mer représentent dorénavant 70% de la réserve de l'Arabie Saoudite et d'autres pays de la région. Et que dès lors que la mer est polluée, alors elle est plus difficile à dessaler puisqu'elle est polluée, et que tout ça se passe dans la même zone. Voilà, la guerre est aussi un désastre écologique. Ne croyez pas que vous sortirez de là et qu'après il suffira de dire passons à la suite, on va reconstruire. Ce qui sera détruit dans maints aspects et maints endroits est à jamais irrécupérable. Non, la guerre n'est pas un jeu. Et il ne faut pas confier la possibilité de les déclencher à des gens qui ne se sentent jamais responsables des autres. À quelqu'un comme M. Trump qui dit « Moi, je n'ai pas besoin du droit international, ma moralité et ma conscience me suffisent ».
parce que nous doutons et de l'un et du contenu de l'autre. Et surtout parce que ça annonce quelque chose qui est le suprémacisme. Avez-vous vu comment, pour signifier au monde quel rapport il a avec lui, M. Trump a décidé que c'était son épouse qui présiderait le Conseil de sécurité de l'ONU? Ce n'est pas la personne de son épouse que je critique. Je ne la connais pas, je ne sais pas qui elle est. Je sais seulement une chose, elle n'a été élue par personne et elle n'est pas une fonctionnaire de l'administration nord-américaine. Il a voulu nous montrer que le monde appartenait à sa famille comme il appartient à l'empire qu'il dirige. Et c'est de cela dont nous ne voulons pas. C'est de cela dont nous voyons venir le plus grand des dangers. Nous autres, les insoumis, nous avons élaboré la politique que je viens de vous dire. Si vous condamnez l'intervention des États-Unis d'Amérique et d'Israël en Iran, parce qu'il faut le condamner, parce que c'est une guerre illégale, alors le premier mot d'ordre, comme ce fut le cas pour Gaza, la parole qu'il faut prononcer, elle porte un nom bien précis. Cessez le feu! Vous n'avez pas le droit de tirer, vous n'avez pas le droit d'assassiner. Cessez le feu! Cessez le feu! Vous avez entendu, comme moi, le président ne pas le dire, mais c'est le premier des mots d'ordre. Et ensuite, nous autres Français, nous avons le droit de savoir où va le porte-avions Charles de Gaulle. Parce qu'un porte-avions, c'est pas juste un bateau qui passe, c'est 30 avions de combat qui sont dessus, 30 Rafales marines qui ont une capacité de destruction considérable. Si je vous le dis, c'est pas seulement pour que vous sachiez qu'on en est capable, mais c'est pour que vous réalisiez que ceux qui seraient nos adversaires le savent et que par conséquent, pour eux, le porte-avions à partir de là devient une cible possible s'ils craignent que le porte-avions intervienne. Il ne suffit pas de remuer ces gros biscottos, il faut se dire que quelqu'un d'autre peut s'en rendre compte et en faire autant dans l'autre sens. Et c'est de cela dont nous ne voulons pas. Non, nous voulons savoir où va le porte-avions, que l'on défende Chypre, qui est composante de l'Union européenne. C'est une affaire entendue, c'est dans les traités. La France doit respecter sa parole. Quand nous gouvernerons la France, nous respecterons notre parole et si nous changeons des accords, nous dirons où, nous dirons quand, nous dirons pourquoi. Il y en a marre de cette situation où nous découvrons au fil des guerres que nous avons signé un accord avec celui-ci, installé une base là-bas dont on n'a jamais parlé, et que cela nous lie dans des accords défensifs dont la limite avec l'accord offensif, c'est extrêmement discutable et extrêmement ténu. Nous avons une base dans les Émirats. Et vous avez vu l'autre jour qu'il aura suffi qu'un missile s'écrase devant la base pour qu'aussitôt on dise la base a été attaquée. Mesdames, Messieurs, si notre pays est attaqué, vous savez comme moi que la nécessité, c'est de répondre à l'attaque. Je veux dire, c'est la logique de la guerre. C'est de ça dont nous ne voulons pas. C'est de ces enchaînements-là dont nous ne voulons pas. C'est la raison pour laquelle j'ai pris tout ce détour avant de vous dire, vous êtes directement concernés. Istres, c'est à côté. Istres est une cible dorénavant, puisque les avions des Nord-Américains s'y posent et se ravitaillent. Istres est une cible. Sera-t-elle visée ou ne le sera-t-elle pas? C'est une autre question. Mais la seule décision d'avoir accepté que les avions des gringos s'y posent donne ce résultat. Vous êtes une cible. Nous ne voulons d'aucune manière, ni à petits pas, ni à demi-teinte, entrer et devenir des co-belligérants. Nous ne voulons être co-belligérants ni contre la Russie, ni contre l'Iran, simplement parce que nous respectons le droit international et que nous réclamons que chacun rentre dans ses frontières et cesse d'agresser le voisin. Voilà la position. Il n'y en a pas d'autre de tenable. Et pour y arriver, comment fait-on? Eh bien, on refuse de servir d'escale pour le matériel de guerre. Et on ne s'amuse pas à dire « Non, chez nous ne passent que les avions défensifs. » Vous vous moquez de nous? Vous nous prenez pour des imbéciles? Vous croyez qu'on ne comprend pas ce qu'est un avion de guerre? Allons. Alors que faire? J'ai dit un mot d'ordre, cesser le feu. Et un deuxième mot d'ordre, construire un front du refus. C'est-à-dire rassembler pour des résolutions communes les nations qui refusent la guerre et qui donc décideraient ensemble, à l'appel de la France et des Espagnols,
ou de qui on voudra sur cette planète pour dire « Nous ne voulons pas de guerre ». Voilà ce que ferait maintenant un gouvernement insoumis. Et je vous dis, mesdames, messieurs, je suis certain que nous aurions alors des cohortes considérables d'alliés sur la terre entière qui verraient enfin la France retrouver sa force et sa dignité plutôt que ces mariolades entre deux termes où on ne sait pas ce qu'elle veut ni ce qu'elle est en train de faire, ce qui met en danger tout le monde. Nous, les Français d'abord, et ensuite ceux qui pourraient se demander si nous n'allons pas remballer notre matériel 24 heures après. Plus personne n'a confiance dans un pouvoir pareil. Alors, mesdames, messieurs, voilà où nous en sommes. Et maintenant, nous en sommes rendus au point suivant. Même aux États-Unis d'Amérique, où il n'y a pas eu de vote, les Nord-Américains ont l'air de ne pas le supporter. Il y a donc une pagaille plus grande là-bas qu'il n'y en avait au début des opérations. Si bien que cette guerre, dont plus personne ne sait au juste comment on va la faire finir, n'est plus maîtrisée par personne, à l'exception de M. Netanyahou, qui suit ses objectifs bien précis, va annexer le sud du Liban, va annexer le plateau du Golan et va annexer la Cisjordanie et la vallée du Jourdain. Mais tous les autres sont là, vont et viennent, sans savoir ce qui va se passer. Alors, dans cette situation, la question que beaucoup vont se poser, c'est de savoir que si la clé est la liberté du peuple iranien, que cette liberté ne peut pas être conquise dans la guerre, parce qu'on ne manifeste pas sous les bombes, alors la question va se poser, la pire de toutes pour les Nord-Américains et pour M. Netanyahou. Des millions d'êtres humains dans le monde, et parmi le peuple iranien, vont se dire « Notre liberté, quelle est sa chance la plus grande de survenir? De la victoire de ses alliés, agresseurs, ou de leur défaite ?» Et alors, craignez la réponse, mesdames, messieurs, parce qu'elle est tellement évidente, elle saute tellement à l'esprit, qu'elle est une interrogation politique de première grandeur. Voilà ce qui arrive devant nous. C'est un désastre absolu que cette guerre, sur tous les plans, moral, géopolitique, écologique, économique, c'est une catastrophe. Nous sortirons diminués, abaissés, parce que nous aurons été une fois de plus incapables de faire prévaloir le droit international. Nous sortirons avilis et abaissés, parce que sous prétexte de libérer des populations, nous l'aurons d'abord bombardé, et bombardé d'une manière abominable, et ainsi de suite. Voilà le moment où n'importe quelle conscience politique comprend l'importance, la valeur fondamentale du concept de non-alignement que les insoumis portent dans cette bataille. Mais voyez-vous, je reviens à Marseille. Dans ces conditions, nous ne sommes pas les mêmes. Dans ces conditions aussi, il y a un choc frontal. Il y a d'un côté ceux-ci qui vous disent « Vive le non-alignement, vive l'indépendance de la France, vive sa volonté affirmée ». Et puis de l'autre, vous avez les fascistes. Et en l'occurrence, M. Bardella, qui vous dit Trump incarne un vent de liberté qui souffle sur toutes les démocraties occidentales. Il appelle le racisme, le fascisme, le sexisme un vent de liberté qui lui paraît essentiel. Et il dit aussi, montrant à quel point il est incapable d'incarner la France, parce que l'histoire de France, c'est l'histoire de sa liberté, et que chaque fois qu'elle l'a perdue, parce qu'elle a accepté d'être mise sous la coupole de tel ou tel, aussitôt son peuple a fait ce qu'il fallait pour que la liberté et la souveraineté soient rétablies. Liberté, souveraineté, autonomie, ce sont les mêmes mots dits différemment et dans un contexte différent. Alors non, Monsieur Bardella, non, Monsieur le candidat d'extrême droite à Marseille. L'intérêt commercial et stratégique, a dit M. Bardella, s'impose à propos du Groenland pour les États-Unis d'Amérique. L'intérêt commercial et stratégique s'impose pour les États-Unis d'Amérique. Écoutez maintenant la voix traînante de la capitulation, celle de la déroute et de la défaite, qui cède avant même d'avoir combattu, simplement parce qu'il voit dans l'envahisseur quelque chose de magnifique, qui porte des valeurs auxquelles il croit et qu'il croit supérieur à celui de sa propre patrie. Tel était Pétain, tel est Bardella quand il dit « l'intérêt commercial et stratégique s'impose pour les États-Unis d'Amérique ». Et il ajoute « nous devons en prendre acte ».
Non, monsieur, nous n'en prenons pas acte. Nous n'acceptons pas l'invasion du Groenland. Nous n'acceptons pas l'attaque de l'Iran. Nous n'acceptons pas l'annexion du Liban Sud, ni du plateau du Golan. Alors, c'est à eux que je veux venir maintenant. Dans toute l'Europe, les voici qui sont aux portes du pouvoir. Et vous avez les affoleurs publics qui leur reconnaissent d'avant la victoire, d'avance, avant même que la bataille ait eu lieu. Le RN progresse li, le RN progresse là. Et vous avez monsieur au pif, avec son institut de sondage, qui vient dire des chiffres contradictoires d'un jour à l'autre, contenant un flot d'ineptie, se trompant de 5 points pour moi, de 7 ailleurs à Lille. Et le Barnum médiatico-sondagier qui continue. Que pensez-vous d'eux? Que répondez-vous à? Etc., etc. Colportant les infamies, les insultes contre nous, nous faisant passer des séances de garde à vue médiatique que vous observez de temps à autre quand vous en avez la patience sur vos télés, à moins que, comme moi, vous finissiez par ne plus rien regarder tellement ça vous donne envie de vomir. Et voilà les organisateurs de la défaite. Et voilà le RN, dont on apprend qu'il a des brebis galeuses. Ils appellent ça comme ça, mais vous savez, une brebis, même galeuse, c'est pas dangereux. Ça se mange, ça se tond, ça se trait. Voyons ce que sont le plumage et le ramage, si j'ose dire, de ces brebis galeuses, des néo-nazis, des racistes, des sexistes. Il y en a 150 dans les élections municipales, c'est-à-dire 1 sur 10 des candidats du Rassemblement national est un voyou ou une voyeuse, nazi, sexiste, raciste. Ils ont organisé le traquenard de Lyon avec l'organisation Némésis et les bandits cachés dans un tunnel. Vous connaissez toute cette histoire. Mais saviez-vous qu'hier soir, vous savez que c'est nous les violents, bien sûr. Hier soir, il y avait une réunion dans le Nord à Fâche-Tuménil. Le maire de Fâche-Tuménil est un insoumis. Pour la première fois, depuis, je crois bien, je ne sais combien d'années, peut-être 50, 60, 70, pour la première fois, un commando de 15 personnes cagoulées est venu attaquer la réunion que le maire a organisée pour présenter son programme. Et la police a fini par venir. Et il y en a 4 qui sont en garde à vue. Cette fois-ci, ils sont intervenus. Ce n'est pas comme à Bordeaux, où nous avons dû attendre pendant 3 quarts d'heure. Heureusement que notre service d'ordre, faisant preuve d'un sang-froid admirable, barricada toutes les poches pour empêcher que le contact ait lieu. Hier à Strasbourg, une de nos camarades, comme on dit, racisée. Je vous rappelle que racisé ne veut pas dire qu'il y a des races, mais qu'il y a des gens qui ont des races dans les yeux et dans la tête. Des races qui naturellement n'existent pas. C'est pourquoi on dit racisé. C'est un acte. A été menacée alors qu'elle collait avec 2 de ses enfants. 2 garçons. Je vous dis 2 garçons parce qu'il doit y en avoir parmi vous qui ont des adolescents garçons. Franchement, vous connaissez nos petits gars, quoi. Quand un type arrive avec un couteau, il ne sauve pas en courant. Si bien que notre camarade, elle a dû faire face, en quelque sorte, à 2 fronts. Le premier pour empêcher le type avec son couteau de s'avancer, et le deuxième pour dire à ses fils de rester tranquilles. Voilà, c'était hier soir tout ça. Et c'est comme ça dans tout le pays. Il aura suffi que M. Retailleau et Mme Le Pen, entendant parler de ce qui s'était passé à Lyon et croyant les images sans aucune vérification diffusées par TF1, qu'ils nous accusent, nous imputent les violences alors que nous n'avions rien à voir avec, eh bien il aura suffi de ça pour que 20 de nos permanences soient attaquées sans que nous ayons nulle part reçu ni soutien, ni message des autorités constituées de ce pays. J'ai connu une période où le préfet, en personne, se déplaçait pour venir réconforter les élus et reconnaître leurs droits inviolables, car la personne d'un élu est sacrée. Depuis la Rome antique, c'est comme ça. Eh bien, dans ce pays, non. Si bien que Marianne Maximi,
député à Clermont-Ferrand, qui a porté plainte parce que sa permanence a été attaquée, eh bien, n'a reçu ni un SMS, ni un coup de téléphone de qui que ce soit pour lui dire « Madame la députée, tout ça est dommageable, etc., etc. » Ce que nous faisons tous dès que nous apprenons que quelqu'un des nôtres est attaqué. Voilà ce qu'ils sont, ce qu'ils resteront, des violents parce qu'ils sont les ennemis du peuple. Je dis, ils sont les ennemis du peuple. Le peuple, c'est nous, c'est vous, c'est nous tous ici. Le peuple, lui, il veut que l'impôt sur la fortune soit rétabli. Le Front National a voté contre. Le peuple veut que le SMIC soit augmenté. Le Front National a voté contre. Le peuple veut la taxe Zuckman pour que les riches commencent à payer leur part de l'effort que le pays doit faire. Et les ennemis du peuple ont voté contre. Les ennemis du peuple ont voté pour que s'applique la loi du plomb qui rend tout le monde malade, qui crée du cancer. Et les mêmes ennemis du peuple ont voté et laissé passer un budget dans lequel il y a 7 milliards d'économies sur l'assurance santé. Voilà pourquoi je dis ce sont des ennemis du peuple et ce sont les gros câlins du capital. Marseillaises et Marseillais, il faut leur dire un par un. Êtes-vous la ville composée du plus grand ramassis d'imbéciles de tout le pays? Ou bien ne comprenez-vous pas à qui vous avez affaire? Est-ce que vous ne comprenez pas que ces gens-là sont vos ennemis? C'est vous qu'ils vont trier par religion, par couleur de peau, par combine de toutes sortes, une fois de plus. Ne l'acceptez pas, Marseillaises, Marseillais. Vous êtes l'avant-poste. Si Marseille venait à tomber, ce serait un triomphe pour eux. Mais il faut, dans la lutte, faire preuve de discipline, de compréhension, de conscience, de culture. Nous ne sommes pas une horde, mesdames, messieurs. Nous sommes un mouvement qui repose sur le sentiment spontané de milliers d'entre vous qui n'ont pas besoin d'avoir des consignes pour savoir que faire, mais qui, quand la consigne est donnée, l'appliquent. Et notre tâche ici à Marseille est d'empêcher ce désastre, et nous allons le faire. Mais puisque nous sommes à la veille du 8 mars, et que nous allons toutes et tous être dans les manifestations du 8 mars, je voudrais vous rappeler à toutes et à tous qu'en mars 2024, quant à l'initiative de Mathilde Panot et de la sénatrice écologiste qui a fait passer la loi de son côté au Sénat avant qu'elle revienne à l'Assemblée nationale et que nous l'adoptions. C'est la loi qui constitutionnalise le droit à l'avortement, dont je veux rappeler une fois de plus que ce n'est pas une loi qui oblige, c'est une loi de liberté. Et ensuite, chacun, chacune, maître de sa vie, décide de ce qu'il fait. Eh bien, quand cette loi qui constitutionnalise une liberté fondamentale, celle des femmes à disposer librement d'elles-mêmes et dans toutes circonstances, fut présentée au vote, eh bien, quoi? 42 des 88 députés RN ont voté contre. C'est ça que vous voulez, Marseillaises? Alors, et lorsque, en décembre dernier, au Parlement européen fut déposée la loi « Ma voix, mon choix », qui était une initiative européenne citoyenne, je demande que les plus anciens se rappellent de ce qu'était la vie lorsqu'il n'y avait pas le droit à l'avortement en France, où il y avait, comme on disait, les faiseuses d'anges, et puis il y avait ensuite les convois qu'organisait le MLAC. C'était son nom, hein. Je me rappelle, j'ai cotisé. Yes. Il y avait des convois qu'on organisait, il y avait des bus qui allaient en Hollande, il y avait des voyages qui s'organisaient pour aller en Angleterre, où l'avortement était possible. J'aime mieux vous dire qu'il n'était pas gratuit. Mais c'était comme ça que ça se passait pour ceux qui savaient que ça existait et ceux qui en avaient les moyens. Si bien qu'une initiative de femmes de l'ensemble de tous les pays de l'Union européenne a déposé cette motion « Mon choix, ma voix ». Et ce document était destiné à faire en sorte que celles qui ne peuvent pas avoir recours à un avortement dans leur pays puissent y avoir recours dans le pays voisin, s'il est légal dans ce pays voisin. Eh bien, au moment où on a voté, le Rassemblement national et M. Bardella, intuitu personné, a voté contre. Voilà les gens dont nous parlons à la veille du 8 mars. Alors, oui, le danger est extrême. Le Front National, le Rassemblement national, n'est pas une organisation parmi d'autres. Il est l'outil, le bras armé des classes dominantes quand elles n'arrivent plus à maintenir l'ordre social et à maintenir leur domination pour le maintenir de force et à coups de trick. Voilà ce que c'est que le Rassemblement national.
C'est le moment que choisissent les socialistes pour proclamer l'indépassable division de la gauche, c'est-à-dire un choix stratégique calamiteux, un choix stratégique de désastre s'il est appliqué. Ici et là, quelques gros combinards y voient une opportunité pour eux. À Paris, la tête de liste socialiste se dit « Je ne veux des insoumis ni au premier ni au deuxième tour ». Alors on se dit « Vous comptez gagner avec qui ?» Eh bien, je vais vous le dire avec qui. Comme autrefois, ils sont retournés à leur vomi de la SFIO, comme le chien de la Bible. Ah, avec qui voulez-vous qu'ils fassent? Avec les macronistes, avec l'extrême centre. Voilà ce qu'ils préparent, mais ils ne le disent pas. Voyez mes ailes, je suis le Parti socialiste et un oiseau. Voyez mes pattes, j'aime et je ne vote pas la censure, donc je suis un centriste. Je suis une chauve-souris. Voilà l'emblème qu'ils devraient choisir. Encore que les chauves-souris méritent mieux que M. Payan. En attendant, à peine étais-je à Perpignan et que nous faisions de fait une démonstration de force comme celle que nous sommes en train de faire en ce moment. À Perpignan, où venait de passer M. Bardella, qui n'avait pas réussi son meeting. À Perpignan, où il y a M. Alliot. C'était donc une mobilisation antifasciste. Nous avons tenu cette réunion. Ils ont immédiatement imaginé une polémique sur une mauvaise prononciation de nom, alors j'en ai écorché 4, uniquement pour invisibiliser cette mobilisation. Ce sont des attitudes irresponsables, dangereuses, qui les mettent maintenant dans une situation que je vais vous décrire, mais auparavant, je voudrais vous relire ce qu'a dit Madame Carole Delga au lendemain de cette réunion. Madame Carole Delga, c'est le proconsul du Parti socialiste dans cette région. Elle dit « Je demande une fois de plus à la direction du parti une rupture claire et définitive avec la France insoumise. Je n'accepterai pas que mon parti puisse s'unir avec la France insoumise. Si, dit-elle, au soir du premier tour, il y a une union avec la France insoumise, dans quelque ville que ce soit, imaginons Marseille, je rappellerai aux socialistes le reniement que cela signifie. Autrement dit, elle préfère que la droite et l'extrême droite gagnent plutôt que de trouver le moyen, par un accord d'une manière ou d'une autre, de les en empêcher. S'il vous plaît, dites-le autour de vous, et notamment aux petits bourgeois qui trouvent que je parle trop fort, que j'ai de trop gros yeux, que M. Delogu n'a pas fait les grandes écoles, que M. Bompard a un faux air cruel, que Mme Marina Mesure a un air terrible, et ainsi de suite. Dites-leur, ne nous jugez pas sur nos apparences. Nous sommes tels que la vie nous a fait. Et à ce point, bien sûr, nous continuons à tâcher de nous améliorer. Mais pour le reste, jugez-nous sur nos idées, sur nos propositions et sur ce que nous vous disons. Nous vous crions alerte, alerte. La ligne du Parti socialiste met tout le monde en grand danger. La gauche, mais la France d'abord, à qui elle livrerait pour finir à l'extrême droite. Ce n'est pas Madame Carole Delga que je vais citer maintenant. C'est le Bureau national du Parti socialiste qui vient de dire ceci. Il a fait une résolution, ce Bureau national du Parti socialiste, mardi dernier. Il dit « Il n'y a pas eu d'accord national entre le Parti socialiste et la France insoumise pour les élections municipales. Mesdames, Messieurs, vous avez entendu, les dirigeants forts, Hollande, Delga, reconnaissent que c'est eux qui n'ont pas voulu qu'il y ait des listes d'union. Ce n'est pas nous, c'est eux, et ils en sont fiers. Car voyez-vous, une fois qu'ils ont dit ça pour le premier tour, il ajoute « Il n'y a pas eu d'accord national entre le Parti socialiste et la France insoumise pour les élections municipales. » Et le Parti socialiste ajoute « Et il ne saurait y en avoir au second tour. » Voilà la déclaration qui restera dans l'histoire, comme est restée dans l'histoire, si elle venait à se concrétiser, nonobstant notre opposition, comme est restée dans l'histoire la décision du Parti social-démocrate allemand en 1932 de refuser le front unique que proposait le Parti communiste allemand pour empêcher les nazis d'arriver au pouvoir. Ça, c'est la capitulation sans condition. C'est l'envers du pétainisme.
Nous, les Insoumis, nous avions réussi à faire quelque chose qui était sans précédent dans l'histoire de la gauche, depuis qu'il y a une gauche en France. C'est de proposer des candidatures communes au premier tour des élections législatives. Et sur cette base, alors que le Parti socialiste faisait 1,67 et nous 22, sur cette base, ils ont obtenu d'avoir un groupe indépendant, autonome. Et sur cette base, la NUPES a gagné le premier tour de 2022. Sur cette base, le nouveau Front populaire a gagné la première place en 2024. Ce fut une victoire tout à fait extraordinaire. Et vous l'avez récompensé en élisant au premier tour, ici, les députés insoumis. Vous avez dit oui. Et ailleurs, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Mais que faire d'autre? On me dit, mais on ne peut pas leur faire confiance. Mais si quelqu'un le sait, c'est bien moi. Bien sûr qu'on ne peut pas leur faire confiance. Ils ne respectent rien. Et quand ils négocient avec vous un programme, vous découvrez au bout de 2 jours que même n'en ont pas. Et qu'ils disent ce qui leur passe par la tête au fil des heures. Que la seule chose qui les intéresse, c'est combien de sièges à la fin il y aura pour eux. Ils signeraient n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. Ils nous ont cassé les pieds pendant 3 jours en nous disant « Ah non !» Qu'est-ce qu'il dit Mélenchon? Qu'est-ce qu'il dit Bompard? Au bout de 12 millions d'héritages, vous prenez tout? Ah mais vous êtes fous! Eh bien, 3 jours après, il était 3 heures du matin, ils m'ont dit « faites ce que vous voulez ». Voilà, mesdames, messieurs. Si vous avez prévu d'avoir un héritage de plus de 12 millions, ne faites pas confiance à des gens pareils qui vous l'abandonnent en une nuit parce qu'ils sont fatigués. Voilà ce que c'est que ces gens-là. Donc moi, j'ai zéro confiance. Mais comme vous, j'ai une conscience. Et cette conscience m'ordonne de trouver le chemin qui permet de barrer la route au Rassemblement national. Il faut trouver ce chemin, et il n'y en a pas d'autre que de se débrouiller pour gagner. Et pour gagner, il y a 2 voies. L'une qui vous conduit au désastre, c'est celle qui vous ferait faire confiance une fois de plus à une équipe qui n'a ni programme, ni réelle équipe, et qui vous dit qu'il faut voter pour elle. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle est déjà là, et que ce serait une raison suffisante. Si vous faites ça, vous vous mettez dans la main de quelqu'un qui a déclaré qu'il ne serait pas d'accord avec nous. Comment l'a-t-il fait? Il a dit la chose suivante. Si j'arrive derrière Sébastien Delogu, je me retire tout de suite. Notre position est la suivante. Non, ne faites pas ça. Si Sébastien Delogu arrive en tête, nous vous demandons de maintenir vos candidats et de faire avec nous un accord de fusion technique. Nous sommes d'accord avec vous pour dire que vous ne nous aimez pas. Nous sommes d'accord avec vous pour vous dire que c'est mutuel. Nous sommes d'accord avec vous pour dire que ce n'est pas là qu'est le problème. Ce n'est pas à l'amour que nous nous portons, c'est les raisons que nous avons d'agir ensemble. Parce que tel que nous serons à la sortie des urnes, c'est ce qu'aura voulu le peuple. Et nous nous inclinons devant la décision populaire. S'il nous met en tête, nous vous demandons, si vous le voulez, de faire une fusion technique avec nous, c'est-à-dire de partager la représentation que nous aurons. Car vos électeurs ont le droit d'être représentés au conseil municipal. Vous n'êtes pas propriétaire de leur voix. Vous n'êtes pas propriétaire de leur représentation. Tant et si bien qu'au fond, c'est nous qui les respectons davantage que vous-même. Ne vous désistez pas, car ce n'est pas la logique d'une élection municipale. Si vous vous désistez, ça veut dire que vous acceptez que vos électeurs s'éparpillent de tous côtés, qu'ils votent n'importe comment, tant et si bien que dans le cas où il y aurait une triangulaire, pour finir, on pourrait voir l'extrême droite qui a fini d'absorber la droite, le faire à Marseille aussi, et que vous ayez une municipalité d'extrême droite. Voilà pourquoi il ne faut pas se désister, tout au contraire, en se mettant, fût-ce par un accord technique qui n'engagerait pas les socialistes et leurs alliés et leurs bagages accompagnés, à quoi que ce soit à l'égard de la municipalité que dirigera Sébastien Delogu. Ils pourront même, s'ils veulent, être un groupe d'opposition. Ils auront un groupe.
Mais nous empêcherons l'extrême droite d'arriver au pouvoir à Marseille. Par conséquent, nous voulons qu'ils restent là pour qu'ils puissent appeler leurs électeurs à confirmer leur vote et à les élire, c'est-à-dire à élire le front antifasciste que nous voulons constituer. Cet accord technique, c'est un front antifasciste. Il faut des fronts antifascistes partout où on le peut, à la condition qu'on se rassemble pour les porter et que personne ne soit méprisé. La logique des élections municipales, c'est le rassemblement, pas le désistement. Dans une élection à 2 tours, oui, c'est le désistement, mais pas dans une élection comme celle-ci, où il y a 2 séries de votes, dans les mairies d'arrondissement et pour la ville. Alors il ne sert à rien de dire « je m'en fous de la ville, je ne m'occupe que des mairies d'arrondissement ». Il faut emporter tout et il faut barrer la route partout au Rassemblement national. Alors, je crois avoir été compris par vous. Je crie halte au feu, arrêtez de nous tirer dessus. Vous vous tirez en réalité une balle dans le pied, parce qu'à force de répéter matin, midi et soir que les insoumis sont des antisémites violents, que ceci, que cela, eh bien vous vous mettez dans la main de la droite, qui maintenant chaque jour va vous dire « Alors, vous aviez dit que c'était des gens immoraux, que vous aviez d'autres valeurs, mais vous vous accordez avec eux. » Non, non, dira fort Delga et Hollande. Nous ne savons pas ce qui se passe à la base. Prenez-nous pour des cons. Tout ça est absurde. Je dis à Olivier Faure, tu ne vaux pas un clou comme stratège. Tu t'es mis dans la main de la droite. Tu as passé ta vie à céder à la droite de ton parti. Et maintenant, tu vas devoir céder à la droite tout court, parce que ta ligne politique et stratégique n'a aucun sens. Et ceux qui, parmi vous, sont assez fous, comme je pense à ce maire d'une des communes de Paris, une des municipalités, j'ai oublié son nom, tant pis, qui a dit « Je préfère perdre que de faire alliance avec LFI ». Non, ça c'est le danger suicidaire. Je m'adresse aux classes moyennes de Marseille et je leur demande de bien réfléchir. Si vous ne nous aidez pas, à la fin, vous aurez un désastre. C'est le moment de nous aider, et de nous aider parce que nous le méritons. Nous avons fait un programme, nous présentons une équipe, parce que nous avons un enfant du peuple marseillais à notre tête, parce que nous avons l'élite intellectuelle de la ville de gauche à notre tête, qui sont là, prêts. Nous méritons d'être aidés, parce que nous sommes de parole, parce que nous sommes fermes, parce que nous tenons bon. Voilà. Notre parcours jusqu'au 15, mesdames, messieurs, vous le connaissez. Le 8, nous serons dans la lutte. Ce sera la manifestation de la journée des droits des femmes, pas des femmes, des droits des femmes. Vous vous êtes épargné une conférence sur le sujet que j'avais prévue. Et puis le 14 mars, il y aura dans toute la France, si j'ai bien compris, 130 organisations qui appellent à une manifestation contre le racisme, contre le fascisme et pour l'égalité des droits. Nous autres insoumis, nous serons partout. Et le 15, nous votons, c'est le premier tour. Chacun d'entre vous est dépositaire. Et voici ce que je ne veux pas faire semblant de ne pas savoir. Les élections municipales entrent de plein pied dans l'élection présidentielle. Aujourd'hui, comme la plupart des gens qui proposent des listes et qui sont des sortants n'ont rien à proposer, le débat municipal, à supposer qu'il ait existé, est étouffé par la guerre. Eh bien, je vais vous dire qu'il n'y avait pas grand-chose à étouffer. Quand je vois, par exemple, à Paris, 3 débats organisés, les 3 annulés, parce que les stars de cette opération, M. Grégoire, qui a peur de son ombre, Mme Dati, qui redoute tout le monde, et M. Bournazel, qui ne sait pas où il habite, ont décidé que tout ça leur prenait trop la tête, pas de débat. Donc il n'y aura pas de débat. Alors comme ce n'est pas leur tract et leur réunion qui vont nous permettre de comparer ce que nous proposons aux Parisiens, voilà, et ainsi de suite, dans combien de villes il en va de même. Mais nous savons tous que le peuple comprend de quoi il retourne. Mesdames, messieurs, vous ne seriez pas là dans cette salle à plus de 2000 si vous n'aviez pas parfaitement compris, avant même que je vous le dise, que tout ce que nous faisons en ce moment est politique, que ce que nous sommes en train de préparer, c'est la grande confrontation qui aura lieu en 2027 entre les 2 seules positions qui représentent un avenir possible pour ce pays, c'est-à-dire d'un côté le suprémacisme de l'homme sur la femme, de l'être humain sur la nature, d'une religion sur toutes les autres, ou sur une partie des autres,
de telle couleur de peau sur telle autre. Et de l'autre côté, à côté, en face et contre ce suprémacisme qui sélectionne, trie, discrimine, le collectivisme que nous incarnons, qui dit, devant le désastre que la nature fait avancer vers nous, la société tout entière va devoir se serrer les coudes, trouver des solutions en commun, apprendre à dominer ce qui va s'abattre sur nous, et surtout sur vous, au bord de la mer Méditerranée, qui s'évapore plus vite que toutes les autres mers de la planète, et qui va déverser sur tous vos rivages des tornades que vous avez déjà vues passer. C'est le moment où la société devra se demander si elle compte plus sur les services publics, l'entraide, que sur le chacun pour soi et la débandade générale. Sur le fait qu'on partage tout ce qui est à disposition pour que chacun puisse surmonter l'épreuve, ou bien quelques-uns s'empiffreront au risque du gaspillage et de l'inutilité des choses. Voilà ce qui va se jouer. Et voilà ce qui commence à se jouer en ce moment même dans cette salle. Rappelez-vous, comme je m'en rappellerai moi-même, de cette rencontre que nous venons de faire, car elle est à une heure décisive, à un moment décisif. Marseille doit résister à la vague brune, parce que de Marseille partira l'élan qui va nous précipiter en 2027 jusque vers la victoire et vers le pouvoir. N'écoutez pas les diviseurs, n'écoutez pas la voix de la capitulation, écoutez la voix du courage qui, à chaque étape, doit guider nos pas. On ne sait pas quel est le sens ultime de nos existences, et même s'il en existe un dans l'univers. D'aucuns parmi nous aussi le croient, d'autres ne le croient pas. Mais peu importe, au bout du compte, de quelques fenêtres que l'on regarde le paysage, ce qui tient, ce que nous voyons, c'est la ligne de l'horizon et le chemin qui y conduit. Alors, la seule chose qui ait du sens définitivement dans l'existence, c'est d'exister. Et pour exister, il y a besoin des autres. Il y a besoin de tendre la main, il y a besoin d'aimer, il y a besoin de chanter, il y a besoin de réciter, il y a besoin d'être des êtres humains. Et ça, c'est le collectivisme qui le donne. Mesdames, messieurs, je ne vous dis pas que leurs injures ne m'atteignent pas. Je ne vous dis pas que combien de fois je n'en peux plus, comme beaucoup ici. Mais je n'oublie pas la phrase d'un de vos compatriotes, Edmond Rostand, qui est né et qui est mort ici. Et c'est évidemment Cyrano de Bergerac, le personnage Cyrano de Bergerac, pas le vrai Cyrano de Bergerac, celui-là il est du XVIe siècle, il a écrit un bouquin magnifique qui s'appelle « Les états de la Terre et de la Lune ». Non, c'est ce Rostand-là. Et Rostand nous dit, il fait dire à Cyrano de Bergerac, on ne renonce pas à l'honneur d'être une cible. Je suis fier d'être une cible parce que je suis votre paratonnerre. C'est sur moi qu'il jette la foudre, qu'il voudrait jeter sur chacun d'entre vous. Traitez-moi d'antisémite, je ne le suis pas. Traitez-moi de complotiste, la vérité éclatera dans l'affaire Epstein comme dans tout le reste. Mesdames, messieurs, voici la voix magnifique de Rosa Luxembourg. L'acte le plus révolutionnaire est une vision claire du monde tel qu'il est réellement et de proclamer haut et fort ce qui se passe. Avant qu'une révolution arrive, elle est perçue comme impossible. Et puis, quand elle a lieu, elle est considérée comme inévitable. Demain, la révolution citoyenne se lèvera de nouveau, heurtant ses armes et à votre horreur puissante de la terre. Elle proclamera avec des trompettes flamboyantes. J'y étais, j'y suis, j'y serai.